Participants avec nous. On va Ok. commencer. Donc, bonjour à tous. Merci de votre participation à ce webinaire. Donc, comme vous le savez peut-être, depuis le début du confinement, on essaie de vous accompagner en fait à traverser cette période avec au niveau du Carrefour des dossiers documentaires, des sélections de ressources et puis depuis la semaine dernière, la programmation de webinaires, d'actions de formation. Donc, du coup, des actions nouvelles dans le cadre de l'offre de professionnalisation des acteurs FOP qui est financée par l'État et la région et dans le cadre de l'offre acteurs FPL, donc financée par la région et mise en œuvre par le CAFOC. Et c'est donc dans ce cadre que se tient le webinaire d'aujourd'hui sur une thématique sur laquelle on a entendu pas mal de questions de votre part, donc la question des justificatifs qui seront exigés par les financeurs pour la formation à distance et donc aujourd'hui pour le public demandeur d'emploi. Donc c'est pour ça que nous avons avec nous donc Nathalie Poussier du Conseil régional. Je te laisserai te présenter Nathalie. Et puis Céline Nuébar et Hélène Maté de Pôle emploi. Donc on va parler aujourd'hui des formations du programme régional de formation et des formations financées en AIF. On va en fait traiter principalement en fait des questions autour de deux thèmes. Le premier, celui des justificatifs, et puis le deuxième, celui de toutes ces activités pratiques, ces stages, ces jurys que vous ne pouvez pas faire à distance, comment ça va se passer. Donc moi, je vais introduire ces sujets avec une question, et puis je vais vous laisser, les organismes de formation, abonder avec vos questions. On vous propose deux modalités. En fait, soit vous posez la question dans la fenêtre de chat, soit en fait vous levez la main et vous ouvrez votre micro quand on vous donnera la parole. Donc pour avoir la fenêtre de chat, il faut que vous cliquiez sur converser en fait sur la barre en bas de votre écran. Donc là, vous allez voir la fenêtre qui apparaît. Et puis pour lever la main, en fait, il faut que vous cliquiez sur la fenêtre participant. Et là, vous avez la possibilité de lever la main. Voilà, mais dans l'immédiat, merci donc à chacun d'avoir sa webcam et son micro fermé pour la qualité en fait de ce temps de webinaire. Donc, pour commencer, peut-être, Nathalie, je vais te donner la parole en premier sur, depuis voilà, cette période de confinement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre en fait en direction des organismes de formation par rapport au bouleversement de leur offre de formation? Oui, merci Nadine. Donc, je suis Nathalie Poussier, responsable du service formation qualifiante et préparatoire au sein de la direction de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage à la région. Donc, effectivement, par rapport à cette situation qui a un peu bouleversé nos pratiques habituelles, la région a adressé à tous les organismes de formation qui sont opérateurs de son offre de formation, Prépa Avenir, Prépa et Visa et Accès, donc une communication en date du 19 mars qui venait préciser ce que l'État a décidé, parce que je veux dire, on est aussi nous obligés, et c'est normal, de respecter les décisions prises par l'État et notamment par le ministère du Travail en ce qui concerne la formation professionnelle continue. Donc cette communication du 19 mars s'appuyait évidemment sur les textes du gouvernement en la matière. Et donc, nous avons demandé aux organismes de formation qui mettent en œuvre une formation financée dans le cadre des marchés publics, je parle là des marchés, la continuité pédagogique tant que c'est possible à mettre en œuvre, évidemment. Donc, avec des garanties concernant la prise en charge financière de cette continuité pédagogique, de cette offre de formation à distance, la continuité de la rémunération versée aux stagiaires qui sont rémunérés par la région, donc continuité de la rémunération sur la totalité de la formation professionnelle du stagiaire. Nous avons, pour permettre cette réelle continuité, assuré la lisibilité de l'offre de formation à distance sur le site Choisir mon métier. Là, c'était important pour nous de bien montrer quelle était l'offre accessible aujourd'hui à distance pour permettre à des demandeurs d'emploi qui voudraient rentrer en formation pendant cette période de confinement de pouvoir le faire.
Et nous avons donc aussi décidé d'accompagner les organismes de formation dans le cadre de cette période un petit peu plus compliquée, en les accompagnant sur tout ce qui est ingénierie, et notamment via le programme de formation que Nadine a cité un petit peu en introduction de ce webinaire, sur des sessions de formation, des ateliers d'échange, etc., pour vous accompagner tous dans l'évolution des pratiques pédagogiques. Il faut bien le faire. Donc voilà globalement ce que nous, on a mis en place dès le 19 mars, sachant qu'une nouvelle communication va être adressée très très prochainement aux organismes. Soit cet après, j'espérais qu'elle soit faite ce matin, ça n'est pas le cas. J'espère que d'ici cet après-midi ou en tout cas en tout début de semaine prochaine, qui précisera vraiment très concrètement comment on s'y prend sur les systèmes d'information, enfin les règles un peu plus précises de gestion des formations. Merci voilà. Nathalie. Alors, du côté de Pôle emploi, je vais vous donner la parole aussi, donc Céline Nuébar et puis Hélène Maté, pour nous dire ce que vous avez, quel message en fait vous avez fait passer aux organismes de formation. Oui, donc Céline Nué, je travaille à la direction régionale, je suis chargée des relations extérieures et puis je suis accompagnée par Hélène qui va se présenter, qui travaille sur la plateforme de services et qui est en charge justement la facturation de nos prestations et formations. Je ne sais pas si Hélène veut se présenter maintenant ou après. Oui, je vais le faire tout de suite. Hélène Maté, je travaille à Nantes sur la plateforme régionale de production. C'est là où vous envoyez vos factures AIF, entre autres. Voilà, donc on est 140 agents à travailler sur cette plateforme. Il n'y a pas que le service formation, mais aussi le 3949, 3995 et plein d'autres services. Donc, alors, on a préparé un document qu'on va projeter. Moi, je vais vous rappeler un peu toute l'organisation et toute la communication qu'on a fait auprès des demandeurs d'emploi et de vous-même concernant les dispositions de Pôle emploi par rapport à la formation pendant la période de confinement. Dès le démarrage du confinement, on a réaffirmé la priorité du maintien du développement de compétences des demandeurs d'emploi. Est-ce que tu peux, Hélène, projeter ou pas le document? C'est possible. Oui. Donc, avec deux grands axes. D'une part, et en lien avec les annonces ministérielles, maintenir la rémunération des stagiaires. Et aussi, pour les organismes de formation, la possibilité de maintenir la formation à distance, de la suspendre, voire de la décaler dans le temps. Donc, et puis, une information aussi sur votre accompagnement pédagogique avec la mise en place d'un certain nombre d'outils qui sont sur le site du gouvernement, sur le site du ministère du Travail, avec un certain nombre d'outils, de contributeurs pour vous aider à transformer votre formation qui était prévue au préalable en présentiel pour le transformer à distance. Donc, pour réaffirmer quand même cette volonté de Pôle emploi de maintenir le développement de compétences, vous avez certainement entendu parler du marché qui a été lancé au tout début avril, un marché national 100% formation à distance et qui devait au départ être lancé au 1er mai. Et on l'a avancé d'un mois pour pouvoir proposer un maximum de formation à nos demandeurs d'emploi. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place pour vous informer? Il y a eu une lettre d'information qui a été transmise je crois, le 27 mars à l'ensemble des organismes de formation qui délivrent des formations financées dans le cadre de l'AIF.
et aussi un courrier envoyé aux entreprises qui actuellement assurent une formation en AFPR ou en POI. On a mis aussi à votre disposition un document qui est sous Kéros, qui vous réexplique toutes les modalités de rémunération, du maintien de rémunération des demandeurs d'emploi pendant leur formation. Et puis, vous avez aussi dans Kéros le modèle de courrier qui vous a été transmis sur les différentes possibilités qui s'offrent à vous de maintenir, de suspendre ou de décaler vos formations individuelles. Toujours dans le cadre des organisations, on a simplifié au mieux votre travail, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne vous demande de ne rien saisir dans Kéros. C'est nos équipes de la DSI qui assurent la saisie de l'assiduité des demandeurs d'emploi. On s'occupe de tout. La seule chose que vous avez à faire si vous maintenez votre formation, mais que le stagiaire ne peut pas parce qu'il doit garder les enfants ou il est tout simplement malade, c'est de le déclarer au niveau de la CNAM. Ça, c'est une obligation de votre part. Voilà. Et si on peut passer. Donc, si vous suspendez la session de formation, même chose que si la formation est maintenue, vous n'avez rien à saisir dans Kéros. C'est nos équipes, hein, c'est pour maintenir la rémunération des demandeurs d'emploi. Vous devez juste informer oralement et doubler d'un écrit chaque stagiaire de cette suspension. Et par contre, vous devez logiquement redémarrer votre formation dans les 21 jours suivant la fin du confinement. Et troisième cas, je crois, voilà, si vous annulez la session, non plus rien à saisir dans Kéros. Par contre, l'engagement d'informer chaque stagiaire, doublé d'un écrit, de cette annulation de session. Merci Céline. On a une question. Est-ce que vont être abordées les formations organisées en POEC? Alors, c'était la question. Non, on n'est pas financeur des POEC. En fait, on donne une subvention aux OPCO et c'est les OPCO qui sont donneurs d'ordre. Nous, on assure le maintien de la rémunération des stagiaires lorsqu'ils sont en POEC sur les mêmes principes qu'une AIF ou d'une AFPR. Par contre, le principe de l'organisation des formations, c'est bien auprès du financeur qui, dans ce cadre-là, est l'OPCO. Alors, il y a également une question à la question. Pardon. Ben, on verra si la personne veut plus d'informations. Ah, et les dispositifs TPME? Alors le dispositif TPME, en fait, le parcours TPME, c'est soit une AFPR, soit une POI. Donc, c'est les mêmes principes que la FPR et la POI. Et pour compléter, là, on travaille actuellement sur le process de paiement des factures AFPR, POE et donc TPME. On a acté le fait de payer des factures partielles si les heures entières n'ont pas pu être réalisées. On l'abordera après dans les questions et les éléments de facturation. On paiera effectivement, on pourra être amené à payer en 2 fois les factures, la partie qui a été faite avant le confinement et la partie de l'après, en repartant sur des nouvelles dates de formation post-confinement. Et là, on a travaillé les process techniques hier, donc avec la direction générale. Donc, on va être amené à avoir rapidement des informations sur les AFPR, POE, TPME. Mais comme pour les AIF, on va vous rassurer ensuite pour le paiement des factures. Ça va bien se passer. Alors, je prends les questions dans l'ordre. Il y a une demande de précision sur le courrier d'information.
est-ce qu'il a été envoyé aux OF dispensant une formation financée par la région? Alors, monsieur ou madame Boivin, est-ce que vous parlez du courrier d'information de la région ou de Pôle emploi? Il faudrait nous préciser. Et la même personne, en fait, demande si l'ARE est maintenue pour les formations financées par la région. Oui, c'est le même mode opératoire, hein, pour les demandeurs d'emploi qui ont un financement région mais rémunéré par Pôle emploi. L'objectif est de garantir la rémunération de chacun pendant toute cette période de confinement, et en cas de reprise de formation ensuite, hein, on mettra à jour les plans de formation au cas par cas. Très bien. Alors du coup, sans doute qu'on va revenir un petit peu là-dessus. Donc on va rentrer dans le cœur du sujet qui semble tracasser les formateurs aujourd'hui. Quel justificatif, vous, financeurs, allez-vous exiger sur cette période de formation à distance? On va commencer peut-être également par Nathalie et puis ensuite par Pôle emploi. Alors, pour ce qui concerne la région, donc c'était déjà précisé dans la communication du 19 mars. Je tiens à dire que c'est déjà dans nos cahiers des charges la possibilité de mettre en place des séquences de formation à distance. Alors, c'était évidemment pas la totalité de la formation, mais bon, là, j'espère que ce ne sera pas la totalité des formations, bien sûr, qui seront à distance. Nous allons bientôt sortir de ce confinement. Donc, pour ce qui concerne les périodes de formation à distance, nous avons voulu simplifier énormément les saisies des organismes de formation. Donc, nous demandons aux organismes de formation de saisir les heures réalisées par stagiaires sur ForPro. Et à l'appui de ces déclarations horaires sur ForPro, nous demandons à ce que soit épinglé sur ForPro, alors c'est des termes techniques que les organismes qui travaillent avec nous maîtrisent complètement, donc d'épingler sur ForPro une attestation individuelle par stagiaire ou une attestation collective, c'est-à-dire pour une session, si c'est plus simple et moins compliqué que d'avoir des attestations individuelles. Bon, je pense que les attestations individuelles, on peut les avoir plus facilement sur Prépaclé, sur une session collective. On peut tout à fait avoir une attestation collective. Et ce que nous demandons à connaître, nous, ce sont les temps de travail estimés par stagiaire. Hein. Nous aussi, dans votre construction pédagogique, je donne un exemple, pour faire tel exercice, un stagiaire a besoin de 4 heures. Si vous le rend, on considère qu'il a fait les 4 heures. Et donc, c'est 4 heures que vous saisissez de formation pour ce stagiaire. Hein. Voilà, nous, ça va être très, très simple, mais déjà dans nos cahiers des charges, on ne demande pas de justificatif forcément de connexion. Hein. On sait bien que pas vraiment, le stagiaire peut se connecter et faire autre chose. Hein. Donc, ce n'est pas tellement l'intérêt. Nous, ce qu'on va demander, c'est davantage les justificatifs de travaux que vous gardez. Enfin, nous, on va avoir besoin juste des justificatifs collectifs et individuels qui seront là, en fait, un peu pour remplacer l'émargement. Vous gardez par-devers vous tout ce qui est justificatif concret de la réalisation du travail du stagiaire, ses devoirs, vos corrigés, vos échanges avec lui, enfin tout ce qui peut venir en cas de contrôle qu'il y a eu une réelle activité pédagogique. Voilà pour nous, en tout cas, sur ce qui concerne l'attestation, sur les justificatifs de formation à distance, voilà ce que nous demandons. La saisie des heures par stagiaire sur ForPro et accompagnée de ces attestations individuelles ou collectives. Alors, je vais laisser les organismes peut-être abonder sur des questions peut-être précises sur les justificatifs, le format des justificatifs, des temps passés en classe virtuelle ou des travaux rendus, comment il faut réunir, organiser cela. Et donc, allez-y, hein, c'est le moment. Donc, voilà, je vous rappelle, soit la fenêtre de chat, soit en fait en demandant à lever la main. Et du coup, en laissant les questions arriver, on va en prendre une
alors c'est soit pour la région, soit pour Pôle emploi, concernant les déclarations d'arrêt de travail des stagiaires pour garde d'enfants. Le site de la Caisse nationale d'assurance maladie ne permet pas de distinguer les stagiaires et les salariés des OF. Est-ce que vous avez, vous, des précisions sur ce point-là? Non, enfin pas à mon niveau, désolée. C'est vrai que là, sur la plateforme, en tout cas, on est vraiment sur la facture et les dossiers des demandeurs d'emploi et on n'a pas du tout accès à la plateforme Amélie. Alors, précision en tout cas pour les stagiaires rémunérés par la région, nous, on les rémunère même s'ils sont en arrêt pour garde d'enfants. Hein, c'est bien précisé dans la communication adressée aux stagiaires. En tout cas, la rémunération des stagiaires est maintenue depuis le jour du confinement et elle est saisie automatiquement par nos opérateurs, que ce soit l'ASP ou le Caposte. Et on va être à temps plein, on ne s'occupe pas même si le stagiaire n'est pas assidu ou il ne suit pas la formation parce qu'il doit garder ses enfants ou parce qu'il est malade. Nous, on continue la rémunération, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas d'interruption. La rémunération va jusqu'à la fin du parcours prévisionnel du stagiaire. Et alors, tant qu'on est en confinement. Hein, si la formation se poursuit après la date de sortie du confinement, la date de fin de confinement, et ben à la date de fin de confinement, on repassera en assiduité, évidemment. Alors, c'est un peu la même chose pour Pôle emploi, sauf que nous, on ne paye pas la partie en arrêt maladie. Hein, nous, on reçoit automatiquement les flux de l'assurance maladie et d'office, c'est bloquant pour l'ARE ou la RFPE. Oui, alors que nous, on n'a pas cette connaissance, donc oui, c'est compliqué à gérer. Oui. C'est d'autres règles de l'assurance chômage est soumis à d'autres règles. Absolument. Nous, on a des flux, comme le dit Hélène, hein, on a des flux pour tout ce qui est organisme versant des allocations, des flux d'informations. Donc, cette information-là, après, sur la distinction, je n'ai pas plus d'éléments. La consigne est de faire la déclaration sur amélie.fr. Alors, il y a une autre question pour la région. Nous n'utilisons pas ForPro à ma connaissance, mais d'autres circuits. Les règles sont-elles les mêmes pour ceux qui n'utilisent pas ForPro? Alors, si vous travaillez sur un marché région, vous utilisez forcément ForPro. Très bien. Alors, maintenant, peut-être du côté de Pôle emploi, quels sont les justificatifs que vous exigez sur la formation à distance actuellement? Alors, comme pour toutes les factures classiques, hein, on va avoir la facture, les feuilles d'émargement pour la partie présentielle, hein, avec la notion du Covid-19 à faire apparaître dès l'arrêt des signatures. Et pour la partie à distance, un peu comme pour le conseil régional, hein, alors, si vous pouviez couper vos micros, parce que ça résonne beaucoup. C'est pour la partie à distance, stagiaire à réaliser ses activités, ses cours, et en parallèle, un mail du stagiaire avec son nom, prénom identifiant, précisant les séquences et le nombre d'heures réalisées. Hein, de la même façon que le conseil régional, le fait que la personne ait fait un peu moins d'heures que prévu, mais qu'il a quand même effectué la totalité de ses activités, ça ne nous empêchera pas de payer la facture complète, hein, en cumulant le présentiel et le distanciel. On a une question d'un CFPPA. On a des stagiaires qui peuvent décrocher à distance. Ils ne rendent pas les travaux, ils ne sont pas actifs. Attendez-vous de nous de faire de la discipline si le stagiaire n'est pas assidu sans raison? Pas de motif, par exemple, officiel de garde d'enfants. Peut-on déclarer ce stagiaire non assidu absent pour tout ou partie du temps? Alors, je pense que c'est… Oui, pardon. Vas-y, Nathalie. Je pense qu'il faut bien comprendre que même s'il ne fait rien, il sera rémunéré. En tout cas pour la rémunération, et je crois que c'est pareil pour Pôle emploi, mais je laisse. Oui. Donc, de toute façon, il est rémunéré même s'il ne travaille pas pendant cette période de confinement. Dès lors qu'on sera sorti de cette période de confinement, on reviendra sur la rémunération en fonction de l'assiduité. Donc, effectivement, ce qu'on attend des organismes,
Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Hein, mais c'est effectivement que vous gardiez, en tout cas, vous tentiez bien de garder ce lien avec le stagiaire. On sait bien hein, que la période est compliquée, d'où ces accompagnements, ces échanges d'ateliers, ces formations qu'on met en place, parce qu'on est tous un peu pris au dépourvu, il faut bien le dire. Donc, voilà, nous, on attend de vous que vous essayiez de maintenir ce lien avec les stagiaires, de ne pas perdre le fil et de nous déclarer la réalité de ce qui fait dans FortPro. Ce qui est aujourd'hui, je ne peux pas m'engager, c'est des points qui sont à l'arbitrage, mais nous verrons comment on pourra essayer de rémunérer un peu au mieux et en tout cas peut-être dire que la prime accompagnement performance sera versée quel que soit le travail, la durée du parcours réalisé par le stagiaire, parce que voilà, enfin, essayez de prendre en compte tout ce temps que vous prenez pour accompagner les stagiaires et faire en sorte qu'ils soient assidus ou qu'ils suivent au mieux la formation. Et voilà, c'est une question qui n'est pas encore complètement validée. J'aurais aimé qu'elle le soit pour cet après-midi. En tout cas, vous serez rémunéré des heures que vous aurez prises pour préparer le travail, etc. Bon, si le stagiaire ne fait rien, par contre, là, on ne pourra pas rémunérer si le stagiaire n'a rendu aucun travail sur les heures centres. Je sais pas si, c'est pas, voilà, c'est pas. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse claire sur le point. Au niveau de Pôle emploi, les grands principes aussi, hein, je rappelle, nous, ce qu'on souhaite, c'est maintenir le développement des compétences des demandeurs d'emploi, même pendant cette période de confinement. Donc, l'idée, c'est bien de maintenir le lien pédagogique, tout comme la région. Ce qui est très bien, c'est qu'on s'est quand même beaucoup calé avec la région. Hein, donc, c'est pour ça que vous voyez quand même beaucoup de similitudes, ce qui est quand même pas mal. Pour vous, c'est plus confort. Mais on garantit coûte que coûte la rémunération des stagiaires parce qu'on est dans une période très, très particulière. Mais on sait effectivement qu'il y aura quelques cas, j'espère le moins possible, de personnes qui ne vous répondront peut-être pas forcément. Mais en tout cas, leur rémunération est garantie pendant la formation. Hélène, tu voulais… Non, c'était pour dire la même chose, effectivement, qu'on n'était pas dans une période où on était dans la sanction, l'impact financier. Ce qu'on veut, c'est que cette période soit la plus confortable possible pour les personnes qui en ont le plus besoin. Donc, effectivement, c'est les décisions qui ont été prises au niveau du gouvernement. Donc, on les applique. Alors, sur ce sujet… juste pour continuer, je pense que ça peut être des éléments que nous, on peut avoir dans l'accompagnement après avec le demandeur d'emploi. S'interroger sur le fait qu'il se soit inscrit sur une formation donc, validée par son conseiller du service public de l'emploi et qu'à un moment, il est décroché parce que, voilà, et ça pourrait être repris dans son accompagnement pour voir les suites à donner. Aussi. Il y a deux contributions qui poursuivent sur le même sujet. Madame Roupillon qui dit oui, mais quand on n'a aucune réponse, ni par mail, ni par téléphone, et puis la personne du CFPPA qui témoigne, j'ai fait 2 courriers de mise en garde pour faible assiduité à 2 stagiaires, et cela a eu un effet, les stagiaires se sont remis au travail. Très bien. Non, mais moi, ce que je vous engage à faire, en tout cas, pour revenir sur la question des justificatifs, c'est bien de garder vraiment par devant vous tous ces documents, ces mails et autres, toutes ces preuves qui vont montrer que vous aurez fait le maximum pour garder les stagiaires motivés tout au long de cette formation à distance. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment important pour nous parce que ça permettra de justifier le mouvement venu s'il devait y avoir des valorisations, voilà, des prises en charge un petit peu supérieures par rapport à l'effectivement réalisé. Alors, sur ces preuves, sur la question des preuves, il y a une question de Natacha sur, par exemple, sur Prépaclé, ils mettent en place des ateliers en visio sur la communication orale. Comment justifier de ce temps ? Comment ça ?
Sur la question d'atelier en visio, comment Oui. justifier, de qui a été connecté, combien de temps, quel type de documents vous allez regarder sur les visioconférences ou les classes virtuelles? Là, pour PrépaClé, c'est les mêmes outils, hein, attestation individuelle ou collective. Ça peut être l'attestation individuelle, ça peut être une attestation collective. Hein. Là, nous, on laisse le choix, hein, aux organismes. Vraiment, on n'ira pas sanctionner. Je disais tout à l'heure, on n'ira pas chercher à connaître exactement les temps de connexion. Si votre atelier, voilà, il dure tant d'heures, ce sera tant d'heures déclarées par stagiaire participant. De toute façon, dans l'attestation collective, on demande à avoir la liste des stagiaires, hein, concernés, avec les travaux qui ont été demandés, les travaux rendus, et ça donne un volume d'heures de réalisation, de réalisation. Du côté de Pôle emploi? Oui, pareil. Ouais, c'est bien que Nathalie parle avant nous, en fait. On va changer l'ordre. Non, effectivement, ce qui est important, c'est de s'assurer que les stagiaires effectuent leurs travaux et que vous puissiez, même si vous n'avez pas de plateforme pour avoir des dates, des heures de connexion, c'est enregistrer au moins sur un lecteur, un ordinateur de l'organisme de formation, un dossier, je ne sais pas moi, demandeur par demandeur, avec les échanges de mails, les différents travaux réalisés, ce à quoi il a pu participer en plus voilà, les visios, les ateliers à distance que vous effectuez. Ça, vous le gardez de votre côté et puis vous faites un récap sur une attestation pour la facture avec le petit mail du stagiaire comme quoi il a participé aux séquences et cela suffira. Je ne pense pas que, comme les autres années, on ait des contrôles, des commissaires aux comptes. Vraiment, ce qu'il faut, c'est le garder par devers vous, garder ses justifs, tous les éléments que vous pourriez avoir, demandeur par demandeur pour l'AIF, par exemple, hein, ou la FPR, POA, comme sont souvent des dispositifs de financement individuels, contrairement au conseil régional. Mais le récap sur des attestations suffira pour la facturation, en tout cas. Madame Bronsard, est-ce que vous pourriez fermer votre micro, s'il vous plaît? On a des bruits périphériques. Alors, Madame Maté ou Céline, nous avons une question pour vous. Ai-je bien compris, un mail du stagiaire indiquant les heures réalisées à distance est-il un justificatif valable pour Pôle emploi? Oui, s'il est couplé de vos retours, il faut les deux, quoi. Il faut votre attestation comme quoi vous avez bien reçu tous les travaux, toutes les activités, les cours ont été réalisés à distance et aussi le récap de ce qu'a fait le stagiaire. Il faut que les deux concordent. Très bien. Alors, peut-être qu'on a fait le tour de cette partie sur les justificatifs, les preuves à conserver donc de votre côté. Le deuxième grand sujet qui semble vous préoccuper les organismes de formation actuellement, c'est pour toutes les parties pratiques des formations, pour les évaluations, enfin les jurys, pour les stages qui ne pourront pas être réalisés pendant la période de confinement et qui bouleversent le calendrier. Comment ça se passe en fait? Donc, effectivement, je vais vous donner la parole à Pôle emploi en premier pour changer l'ordre. Comment ça se passe sur un calendrier bouleversé par rapport à ce qui était prévu et sur lequel il y avait un engagement de financement de Pôle emploi? Alors, ça va dépendre effectivement de la date de fin de formation qui était prévue initialement. Donc, une formation qui est suspendue, qui devait s'arrêter courant avril, par exemple. Vous savez que vous la reprendrez, que le stagiaire reprendra cette formation après le confinement.
eh bien, nous, quand on connaîtra les dates, les nouvelles dates à effectuer, eh bien, on régularisera le plan de formation, heu, sur le dossier du demandeur d'emploi. Donc ça ne remettra pas en cause, le financement. On repartira sur le même coût, le même montant d'aide qui avait été accordé, au départ, sauf que, on adaptera sur le dossier du demandeur d'emploi les nouvelles dates pour que, il puisse être de nouveau rémunéré, si ça reprend par exemple 2 semaines après la fin du confinement. On rajoutera un module ou on recréera une nouvelle convention si besoin, hein, notamment pour la FPR, POE ou TPME. Peut-être qu'il faudra repartir sur une nouvelle convention avec les heures qui n'ont pas été effectuées du fait du confinement pour qu'on puisse vous payer en 2 fois, les formations. Voilà, dès que on aura ces informations, hein, de reprise, effectivement, il faudra qu'on fasse le point, individu par individu, parce que nous, on est plus effectivement sur des financements individuels, mais ça ne sera pas bloquant que de reprendre, après. Effectivement, ça demandera beaucoup de travail, technique derrière, à Pôle emploi, mais on le fera. Alors, on a une question. Pour les formations qui ont été poursuivies à distance et qui se sont terminées début avril, les stagiaires se voient refuser une réinscription jusqu'au 30 avril. Quelle Ouais. information doit-on leur communiquer? Mais A moi, alors, j'avais… ouais, Ah, vas-y. Hélène, excuse-moi, j'avais juste… c'est une réinscription à Pôle emploi. Oui. Oui, oui, oui. C'est ça. En fait, Hélène, je te laisse. pour tout vous dire, si vous voulez les détails techniques, donc au moment du confinement en mars, ce qu'on ne voulait pas, c'est que des demandeurs d'emploi ne soient pas payés fin mars. Donc notre service, notre direction de l'informatique au niveau, national a décalé les dates de fin de formation automatiquement à tous les demandeurs d'emploi qui terminaient de fin mars à fin avril, a décalé ces dates de fin jusqu'au 30 avril automatiquement pour que l'actualisation de mars se passe sans encombre et qu'il n'y ait pas de cessation, d'inscription et que tous les demandeurs puissent être payés. Et donc là, le travail qu'on fait actuellement au service allocation formation, c'est de régulariser les cas dont vous venez de parler. Ça veut dire que on distingue une formation qui est suspendue, donc qui va reprendre après le confinement. Donc pour ces demandeurs-là, on leur garantit une rémunération jusqu'au 30 avril. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se réinscrire plus tôt. Mais par contre, si la formation elle a été maintenue à distance, là, il faut qu'on modifie son dossier pour qu'il puisse se réinscrire au lendemain de sa fin de formation prévue initialement. Donc là, je ne vous cache pas que c'est un travail important parce qu'il faut qu'on reprenne demandeur par demandeur les dossiers, puis voir si c'est suspendu, maintenu ou annulé, parce que le process technique derrière est différent. Mais c'est en cours de régularisation. Si vous avez des identifiants ou des questions, n'hésitez pas. Après, on pourra se redonner nos coordonnées pour qu'on fasse le point demandeur par demandeur. Mais là, du coup, vous recevez peut-être même en ce moment des appels de mes collègues pour faire le point sur les formations. Alors, Et pour compléter, j'ai les éléments de ce matin, 79% des situations étaient régularisées ce matin. On a eu un mail du responsable de la plateforme. Donc, on est oui, à 80% des dossiers régularisés à aujourd'hui. Et donc, je vois là dans les questions, effectivement, pour le parcours TPME, donc avec le calendrier prévisionnel, personnellement, pour m'occuper beaucoup de ces régularisations, il vaut mieux qu'on régularise quand on aura les dates fixes de reprise. Ça sera plus simple que de faire de l'hypothétique et devoir revenir ensuite derrière. Là, c'est vrai qu'il faut qu'on se laisse un peu de temps pour être sûr déjà de la date de déconfinement et puis que chacun puisse s'organiser entre les stages en entreprise qui seront peut-être décalés, les centres de formation. Je ne sais pas si vous serez amené à ouvrir dès le 11 mai ou pas. Voilà. Il vaut mieux qu'on travaille sur des dates sûres plutôt que dans l'hypothétique pour ne pas avoir à détricoter ce qu'on a fait pendant cette période. sur l'actualisation, on avait une question un peu plus tôt dans le webinaire que j'avais mise de côté pour cette partie. Une formation financée par la région qui sera reportée, comment le demandeur d'emploi doit s'actualiser? Il déclare, alors
s'il a commencé la formation avant le confinement, là, il continue à actualiser, même alors, je crois que la consigne, c'était de ne pas déclarer la formation si c'était suspendu. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas bloquant. S'il dit oui à la formation ou non à la formation, ça bloquera pas son dossier, il sera rémunéré pareil. Mais je crois que c'était dans le mail que les organismes de formation ont reçu de la part de Pôle emploi. Oui, on peut vérifier, mais dans le courrier ou mail que vous avez reçu, il y avait les principes d'actualisation des demandeurs d'emploi avec chaque cas. Vous l'avez sous Kéros, ce courrier? Alors, on a d'autres questions qui arrivent. Est-ce vous, Pôle emploi, qui changerez les dates de fin de formation si la formation est prolongée? Oui, tout à fait. Sur Kéros, vous avez la possibilité de faire des saisies, mais une fois que tout a été validé du demandeur et de Pôle emploi, il n'y a que Pôle emploi qui peut techniquement modifier les dates de plan de formation. Donc, il faut obligatoirement qu'on soit au courant des nouvelles dates pour qu'on puisse agir sur le dossier du demandeur. Ça dépend si on parle des de quelle date on parle, des parcours de stagiaires ou les dates de formation financées par marché, parce que là, les règles sont peut-être un petit peu différentes. Oui. C'est pour ça, par rapport à la question. Parce que je peux éventuellement dire deux petits mots par rapport à nos formations, nous en tout cas. Tout à l'heure, Pôle emploi présentait effectivement comment ça se passe. Donc, si les formations sont interrompues ou se poursuivent. Donc, en tout cas, pour nous, pour une formation qui voit sa fin, qui a normalement une fin de formation après la date de fin de confinement. Donc là, on a demandé aux organismes de formation de faire de la formation à distance. On sait bien qu'il y a des séquences qui ne peuvent pas forcément se faire à distance. On a quand même des séquences sur plateau technique ou autres qui ne peuvent pas se faire à distance. Donc, on sait déjà que les organismes de formation ont un peu revu le déroulement pédagogique de la formation pour organiser d'abord les séances théoriques possibles à distance et puis pour essayer de dire tout ce qui est un peu plus technique, qui devrait se faire sur plateau technique ou autre, ou stage en entreprise, à la fin, en espérant que on sera sorti. Donc là, nous, c'est effectivement ce qu'on accepte bien volontiers aux organismes de formation, de dire, écoutez, effectivement, toutes les parties qui ne peuvent pas se faire à distance, privilégier leur organisation à la fin du parcours, les rassembler pour les mettre à la fin du parcours dès lors que, et après la fin du confinement. Donc là, il n'y a pas de souci pour les stages en entreprise, les certifications, puisque les certifications, pour un certain nombre, il y a des jurys ou autres, et donc on ne peut pas les faire pendant les périodes de confinement. Donc elles sont aussi amenées à être évidemment en fin de formation. Donc là, nous, on se donne la possibilité de rallonger le parcours si c'est nécessaire par rapport à la date de fin de confinement, le temps qui reste à faire au-delà dès lors qu'on aura le droit de sortir. Si la date de fin de formation est trop proche de la date de sortie et ne permet pas de couvrir toutes ces parties plutôt pratiques qui devaient avoir lieu, on peut bien évidemment prolonger la formation, repousser la date. Et là, c'est bien évidemment une information que l'organisme de formation doit faire à son gestionnaire de formation région qui demandera au Carrefour F, parce que nous, toutes les saisies sont faites sur Sophie, pas sur nos outils. Et c'est après Sophie qui alimente tous nos systèmes d'information. Donc, c'est notre gestionnaire qui informera le Carrefour F de la prolongation de la session et donc que la date de fin est repoussée. Ça, c'est le cas, j'allais dire, un peu plus simple. La formation ne va pas s'arrêter, elle est juste prolongée pour pouvoir aller bien à son terme. On a le deuxième cas où la formation, elle a sa date de fin pendant le confinement. On a eu des sessions de formation, nous, qui se sont terminées fin mars, et il y avait les périodes de certification. Donc, ces périodes de certification ne peuvent pas se faire. Donc, la formation est bien terminée, puisque sa date de fin est faite. Par contre, on organisera on demandera à l'organisme de formation d'organiser ces séquences qui n'ont pas pu se faire
après la date de fin de confinement. Mais là encore, je rebondis sur ce que disait Pôle emploi, on aura la même pratique. Il faut qu'on attende d'être certain de cette date de sortie de confinement, hein, parce qu'aujourd'hui, pour moi, le 11 mai, c'est très théorique. Je ne suis pas sûre que dès le 11 mai matin, vous aurez des stagiaires en classe, hein, en salle de cours. Donc, dès qu'on a vraiment connaissance, qu'on a toutes les informations nécessaires pour bien connaître ces dates, vous allez vous réorganiser, dire bah tiens, moi les séquences de certification ou de formation plus pratique, etc. Je vais pouvoir les réorganiser à cette date-là. Et donc dès lors qu'on a connaissance de certaines de ces nouvelles dates, vous reprenez contact avec le gestionnaire et là, on verra comment est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on crée une nouvelle session ou est-ce qu'on reprolonge la session qui était clôturée? On repousse sa date de fin de manière à rouvrir les droits de rémunération. Alors là, il y aura sans doute un RS1 si le stagiaire est rémunéré par la région. En tout cas, il faudra recréer un dossier de rému parce qu'on sera sur une nouvelle période. Mais on est tout à fait d'accord qu'on aura sans doute à recréer des temps de formation après l'issue du confinement pour pouvoir poursuivre ce qui n'aura pas pu avoir lieu pendant les dates officielles de la formation. Alors justement, si le nombre d'heures fournies à distance entraîne un dépassement du nombre d'heures de formation initialement prévu, du fait du temps d'appropriation des outils, de l'accompagnement technique des stagiaires, etc., le nombre d'heures initiales pourra-t-il être modifié? Et si oui, sous quelles conditions? Alors, effectivement, le mot d'ordre, pour l'instant, c'est d'essayer de rester dans le volume d'heures centre commandé par la région. Nous allons, mais bien évidemment, comme on aura de toute façon un certain nombre d'heures pas faites, nous organiserons des redéploiements au sein des lots, entre sessions pour pouvoir couvrir les besoins d'heures en centre qui manqueraient sur certaines sessions. Donc là, au niveau de nos groupements, c'est entre opérateurs d'un même lot de voir comment c'est possible. Et s'il manque des heures, on discute ensemble, on fait un bon de commande, on acceptera de commander des heures supplémentaires pour effectivement couvrir les périodes qui n'auraient pas pu être faites dans le volume d'heures centre. Mais le volume d'heures centre commandé doit être réalisé de manière, comment dirais-je, raisonnable, efficace et pertinente. Il ne s'agit pas de les utiliser à tout va en se disant, bon, ben voilà, on occupe. Voilà. Nous, on essaye de dire, parce qu'on a quand même un budget à essayer de maîtriser. Voilà, donc dans un premier temps, essayer de faire en sorte que ça rentre dans le volume d'heures stagiaires centre. Et après, nous, on a la possibilité, discutant avec chacun de nos mandataires, de pouvoir augmenter évidemment le volume d'heures stagiaires. Alors, on s'approche de la fin du webinaire et les questions se bousculent. Donc, on a deux questions qui sont relatives à une POEC, en fait, secrétaire assistante. Donc, ce n'est pas certain que vous puissiez apporter les réponses. Donc, il reste 32 heures à réaliser et la formation a été suspendue le 16 mars. En imaginant qu'il y a une reprise le 11 mai, il leur reste 21 jours pour mettre en place à nouveau cette formation avec l'examen. Est-ce qu'il faut respecter ce délai de fin de POEC initialement prévu? Alors, même réponse que tout à l'heure, c'est-à-dire que le délai des 21 jours compte pour les formations qui sont financées par Pôle emploi, c'est-à-dire AIF, AFPR et POI, parcours TPME par rapport au fait que le parcours TPME s'appuie sur AFPR et POI. Là, il faut voir votre OPCO. C'est-à-dire que autant les règles de rémunération des stagiaires, c'est Pôle emploi qui rémunère, donc on applique nos règles, autant pour le financement de la formation en POEC, c'est bien aux financeurs qu'il faut s'adresser, donc à l'OPCO. Donc, je ne peux pas répondre à la place de l'OPCO. J'en suis désolée. Si on ne peut pas reprendre une formation suspendue dans les 21 jours suivant le déconfinement, que se passe-t-il?
Alors, pareil, c'est pour les formations financées Pôle emploi. Là, pour l'instant, notre direction régionale a parlé de ces 21 jours pour que ça donne un délai à peu près raisonnable aux organismes et entreprises pour remettre en route la formation qui était déjà commencée. Donc, pour l'instant, si c'est pas mis que, enfin, on dit que les organismes ont 21 jours pour reprendre la formation, ça veut dire que s'ils sont pas capacité de la reprendre, on va considérer qu'elle est annulée. Après, on aura peut-être d'autres consignes d'ici le déconfinement, mais 3 semaines, je pense que ça avait été un délai estimé, voilà, de remise en route de- du déconfinement. C'est pour éviter aussi de reprendre la perte de tout ce que le stagiaire a appris. Si on met trop de temps à reprendre, je suis un peu comme Hélène, pour l'instant, on nous a donné 21 jours, donc on ne peut pas vous dire ce qui se passerait si le délai des 21 jours n'était pas assuré. C'est plus, pour moi, l'idée, c'est suffisamment de temps pour réorganiser la formation, mais pas trop pour qu'il n'y ait pas de perte des savoirs qu'aurait acquis le stagiaire. Mais on ne peut pas vous dire, aujourd'hui, on ne nous a pas dit au-delà de 21 jours ce qui se passe. Donc, on ne peut pas vous donner une information précise là-dessus. Et sur le dépassement des heures, la question, en fait, elle s'adressait aussi à Pôle emploi. Qu'est-ce qui se passe si le passage à distance entraîne une augmentation par rapport au volume d'heures initialement prévu? Là, ça va être du cas par cas. On est toujours sur du financement individuel, donc c'est validation du conseiller référent, du directeur d'agence pour voir l'impact financier et quelle augmentation du coût cela entraîne, sachant qu'on reste bien toujours sur un financement de frais pédagogiques. On n'est pas sur d'autres financements que les coûts pédagogiques. Est-ce que du côté de la région, vous avez posé un délai comme ça entre le déconfinement et la reprise de l'activité de formation? Il faut qu'on distingue les sessions qui ont démarré et qui sont suspendues parce que ce n'est pas possible de les continuer à distance et donc elles seront reportées à la fin du confinement. On n'a pas mis de délai pour les redémarrer. Par contre, j'allais dire, c'est un peu du bon sens. Effectivement, il ne faut pas perdre trop de temps, sinon les acquis du début de la formation vont être complètement perdus et il faudrait recommencer quasiment à zéro si on la fait redémarrer très longtemps. Donc voilà, là, il y a une règle de bon sens à notre avis. Après, on risque de tomber avec les congés d'été. Enfin bon, il faudra effectivement revoir tout ça, mais il n'y a pas de délai. Par contre, si la session est annulée, et reportée après la fin du cours. Il faut qu'elle soit reprogrammée avant le 31 décembre 2020, de toute façon, puisque nous, on est sur des sessions de la campagne 2020. Donc, toutes nos actions doivent démarrer avant le 31 décembre 2020. Donc, si elle est annulée parce qu'on ne peut vraiment pas la faire, il y a quand même quelques sessions, je pense aux travaux publics ou autres, où on n'a rien pu. Voilà, elles sont annulées. Elles vont être reprogrammées à une date ultérieure, mais il faut, dans ces cas-là, qu'elles soient reprogrammées avant le 31 décembre. Et Nathalie, si on reprend une formation en centre, on reprend la formation et un stagiaire, pour des raisons médicales, lui ne peut pas reprendre parce qu'il doit rester confiné, par exemple, ou qu'il est malade, pourra-t-il être prioritaire pour reprendre sa formation sur la session suivante? Oui, voilà, oui. Je pense que là, il y a effectivement du bon sens. Non, je pense que quelqu'un qui aura entamé un parcours et qui ne pourra pas le poursuivre du fait de la maladie, aujourd'hui, ça arrive, hein, c'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on découvre les maladies. Hein. On a des stagiaires qui sont gravement malades, opérés, et puis qui ne peuvent pas suivre la fin. En général, on accepte bien évidemment qu'ils reprennent sur une session ultérieure, bien sûr. Bien sûr. Il y avait 2 questions qui portaient sur la rémunération. Sur le fait qu'il y a eu des retards dans le virement des rémunérations des stagiaires pour mars. Est-ce que ça va être le cas aussi pour la rémunération d'avril?
Ah ben, on n'espère pas. L'actualisation, le paiement des demandeurs d'emploi, techniquement, c'est deux choses différentes. La validation des assiduités sur Kairos ou par nous quand vous n'êtes pas sur Kairos et l'actualisation du demandeur. C'est que quand les deux choses ont été faites que le paiement va partir. Là, en contexte classique, vous avez les 3 premiers jours du mois pour effectuer sur Kairos la validation de la présence. Personnellement, je fais la voiture balai le 4e jour ouvré du mois pour que les demandeurs puissent être payés. Là, ce qui s'est passé en mars, c'est notre direction informatique qui a validé d'office le dernier jour de mars la présence de tous les demandeurs d'emploi en formation. Donc, le paiement est parti une fois que le demandeur a actualisé. Donc, comme il a jusqu'au 15 du mois pour le faire, il peut du 28 du mois au 15 du mois d'après actualiser. S'il actualise le 2, il est payé 3 jours après. S'il actualise le 28, il va être payé le 2 ou le 3. Voilà. Donc, en mars, ça a été vraiment la date d'actualisation du demandeur qui a marqué le départ du paiement. Donc, avril, ça sera pareil. On ne peut qu'inciter les demandeurs à actualiser dès le 28. On ne sait pas encore si on aura une actualisation automatique pour les demandeurs d'emploi en formation fin avril. Là, notre direction générale nous le dira. Mais on ne peut qu'inciter les demandeurs à actualiser dès le 28 s'ils veulent que leur paiement parte le plus vite possible. Et Pardon, juste sur ce point-là, nous, on a été alertés par la Direction générale des finances publiques que du fait du contexte particulier qu'on vit aujourd'hui, il peut y avoir des retards dans les paiements de toute façon. Donc, ça peut concerner, nous, en tout cas, qui passons par un payeur public. Voilà, il peut y avoir des retards sur le paiement de ce qu'on vous doit ou ce qui doit être versé par les stagiaires quand on est sur DocaPost ou l'ASP. Alors là, il y a un témoignage de beaucoup de soucis des rémunérations de stagiaires en POEC. Et ça, je ne sais plus, Madame Pajot l'a dit tout à l'heure, nous leur avons fait une attestation de suspension pour débloquer la situation. Ouais, alors j'ai envoyé un message à la personne là en privé. Je lui ai demandé de m'envoyer le numéro de convention pour que je regarde directement les dossiers des demandeurs. Après, l'attestation de suspension, normalement, n'avait aucun impact sur la rémunération. Mais bon, elle me donnera le numéro de convention directement. Comme ça, je regarderai les dossiers un par un. Parfait. Une demande de précision pour toi, Nathalie. Pour les formations annulées, elles devront être reprogrammées avant décembre 2020 ou démarrer avant fin 2020? Elles doivent démarrer avant. C'est effectivement une date de démarrage. Alors, soit elles sont complètement annulées, c'est une possibilité, soit elles sont reprogrammées, c'est-à-dire que la date de démarrage doit être antérieure au 31 décembre 2020. Écoutez, c'est parfait. Il est 14h59 et le flux de questions se tarit à ce moment-là, comme par magie. Peut-être un dernier mot aux unes et aux autres sur des conseils en direction des organismes de formation en ce moment? Moi, j'ai juste un mot à dire, c'est vraiment de vous rapprocher dès que c'est possible, dès que vous avez des informations à communiquer, n'hésitez pas à les communiquer à votre référent gestionnaire à la région, au sein de mon service. Pour chaque lot, il y a un gestionnaire référent, un gestionnaire de formation. C'est très, très important qu'on soit tenu au courant, mais de tout ce que vous faites, de vos difficultés ou du fait que ça marche. Où vous en êtes dans la mise en œuvre des formations à distance. Ça nous permet, nous, d'actualiser les informations sur le site Choisir mon métier, d'afficher en permanence et de manière très réactive la liste des sessions qui fonctionnent bien à distance. Ça, c'est une chose. Ça nous permet aussi de vous accompagner au mieux par rapport aux difficultés que vous rencontrez. C'est parce qu'on a eu des remontées d'organismes que nous est venu à l'idée de faire ce programme de formation avec des ateliers spécifiques. Ça nous permet aussi de repérer des bonnes pratiques et qu'on peut aussi faire profiter à tout le monde. Enfin voilà, nous, on souhaite vraiment que vous n'hésitiez surtout pas à contacter les gestionnaires de formation pour échanger, pour communiquer, pour nous dire ce que vous faites. Voilà. Alors, du côté de Pôle emploi, c'est pareil, vous avez, on vous a mis dans le document l'adresse Kairos si vous avez des questions ou des difficultés. Vous avez aussi
vos correspondants, soit le conseiller référent du demandeur d'emploi, soit l'adresse de l'agence, hein, si vous avez des difficultés. Je dirais que on a fait en sorte de parer à l'urgence, c'est-à-dire maintenir la rémunération de vos stagiaires et vous accompagner aussi dans la mise en place de ces formations à distance. Voilà, on essaye d'être au plus simple pour ce qui est rémunération et paiement et de vous consacrer au lien pédagogique avec vos stagiaires. Et du coup, moi, pour ma partie qui est plus donc effectivement le dossier du demandeur d'emploi et les factures, donc n'hésitez pas à déposer vos factures sur Chorus Pro. Sur les supports là qui vous seront transmis, qui seront en ligne après, on vous redonnera les coordonnées. Sachez qu'actuellement, le paiement des factures et les dossiers de rémunération des demandeurs sont des activités prioritaires pour Pôle emploi. On s'engage à payer vos factures dans un délai de 20 jours au lieu de 1 mois. Là, actuellement, les factures papier, on a 0 stock, hein, on les a toutes payées. Et celles sur Chorus, aujourd'hui, on est en train de traiter celles arrivées le 14. Donc, vous voyez, on a des délais très courts en ce moment. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter si vous avez la moindre question. Et on veut vous rassurer sur le fait que ça va bien se passer. Je pense que c'est à la sortie du déconfinement qu'il va falloir préparer, penser à bien garder vos documents, etc. Et puis surtout qu'on reparte après sur des bonnes dates, des bonnes informations. Et ça va bien se passer. Alors, je pense que les 40 personnes qui ont participé à ce webinaire aujourd'hui vous remercient chaleureusement, Hélène, Céline et Nathalie, pour avoir répondu à leurs questions. C'est important d'avoir ces temps d'interaction et de pouvoir partager ces problématiques. Donc, ce webinaire, je vous confirme qu'il est enregistré, que vous pourrez le revoir dans la page en fait sur notre dossier spécial organisme de formation. On vous accompagne pendant le Covid. Vous avez donc une page qui s'appelle Se professionnaliser où vous avez trouvé la programmation du webinaire d'aujourd'hui. Puis il y a un petit onglet à droite qui s'appelle Replay dans lequel vous pouvez retrouver le replay du webinaire de la semaine dernière. Et l'échange de pratiques d'hier et celui d'aujourd'hui vont y être présents sous quelques jours. Je ne sais pas vous dire plus précisément que ça parce qu'il y a des congés la semaine prochaine. Également, le support là présenté par Pôle emploi sera au même endroit. Et puis, je voyais une question passer sur est-ce que j'ai raté des choses sur des actions de formation. Donc, je vous redis en fait ce que j'ai dit en introduction. Donc, à la fois dans le programme Acteur FPL financé par la région et mis en œuvre par le CAFOC et dans l'offre de professionnalisation du CARIFOREF, en fait, on travaille ensemble pour organiser des actions spécifiques, donc comme le webinaire d'aujourd'hui. Il y a des modules de formation qui sont proposés par le CAFOC. Le premier a démarré ce matin. Au total, il y avait 7 modules de proposés sur les 15 prochains jours. Ils sont tous complets depuis déjà hier matin. Donc, on doit faire le point là après avec le CAFOC à voir si d'autres dates peuvent être proposées. Donc, il y a eu quelques noms qui ont été pris sur liste d'attente. Donc, ils seront prioritaires par rapport à pour quand les nouvelles dates vont être proposées. Et puis, la semaine prochaine, donc il y a des actions de formation, des webinaires thématiques comme aujourd'hui, et puis des rendez-vous des formateurs. La semaine prochaine, le webinaire thématique à la même heure, vendredi après-midi, sera animé par Frédéric Aeux, qui est un consultant spécialiste du numérique, sur le thème les outils numériques pour collaborer entre professionnels. Donc là, on est sur comment on fait pour collaborer à distance, produire des contenus en commun, gérer des projets, échanger, et aussi sur comment on tire parti de ce qui se passe aujourd'hui pour la suite. Et le rendez-vous des formateurs, jeudi après-midi, portera lui sur la thématique « Quels outils de sondage, quiz et évaluation utilisez-vous »
On en a fait un hier sur quel outil de classe virtuelle utilisez-vous. Donc, c'est un temps dans lequel il y avait 10 formateurs pendant 1h30 et qui permet d'échanger sur la façon dont les uns les autres utilisent des outils, les avantages, les inconvénients. Je pense que ça a été un temps intéressant d'apport d'échange et du coup d'apport pour les uns et les autres. Au tout début du fil de discussion d'aujourd'hui, le premier message, je vous ai envoyé le lien vers la page du Cariforef où est recensée l'offre, l'ensemble de cette offre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon après-midi et puis un bon week-end. Merci beaucoup, Nadine. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous.